Bon vendredi à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, notamment la nouvelle expression qui parle de traitement de Monseigneur Cléda, le médicament en quantité ou en qualité également suffisante dans quelques heures, dans quelques jours. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. Selon les assurances données par l'archevêque de Douala, la solution de lutte contre la pandémie du coronavirus sera donc à la portée de tout le monde à partir du 18 mai 2020, et c'est ce que le journal est donc en train de nous expliquer ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article en page 3, et le journal parle également de décolonisation intellectuelle. Dr Fokam Kominié parle donc interpelle notamment la collectivité africaine en pleine pandémie de Covid-19. L'intellectuel s'insurge contre les appels à l'aide internationale de certains dirigeants du continent africain. On le lit en page 7 du journal ce matin. Le journal parle également de pharmacopée traditionnelle quand l'OMS assouplit ses positions, voilà qui justifie justement un air de victoire du syndicat des tradipraticiens du Cameroun sur les engagements communautaires dans la riposte vue au Covid-19. On lit également l'article en page 2 de la nouvelle expression ce matin. Le journal parle également de la fermeture d'une clinique à Douala. Un député dénonce, l'honorable Nietzsche appelle, après notamment enquête, dénonce la fermeture précipitée d'une institution sanitaire au moment où le pays en a le plus besoin, et demande donc la démission de Manaouda Malachi, qui est le ministre de la Santé publique. Le journal le dit donc en page 3 ce matin, avec notamment l'université d'État et la MENOA crie donc à l'injustice. Les élites ne cachent pas leur mécontentement à la suite notamment de l'oubli de l'université de Chang dans la transformation des facultés en école normale ou encore en école d'ingénieurs. En page 11 du journal aussi de la nouvelle expression ce matin. Toujours dans la presse, il y a l'aide du Sahel qui est disponible en kiosque. Le journal parle d'initiatives sur le Cameroun, cacophonie dans le secteur, dans la section RDPC de Mbé. Le journal est donc revenu sur cette question également ce matin et parle notamment d'autres choses aussi avec cette localité de Makulaï, où il y a eu 3 terroristes donc capturés par la population. Et également dans d'autres localités, on parle du coronavirus, au moins 20 cas confirmés et 2 décès à l'extrême nord. C'est en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. Un autre journal disponible en kiosque, c'est Mutation. Mutation de ce matin qui parle de l'hôpital central de Yaoundé. Mutation fait savoir, parle donc de la croix des quadruplés, avec notamment cette information à la une du journal, pour dire simplement qu'à peine nés, ils ont été arrachés à la vie, faute de couveuse. Un drame de plus donc dans les mêmes circonstances, dans cette formation hospitalière. Réaction donc de la maman, éplorée, et aussi du ministre de la Santé publique, à lire en page 13 du journal. Le journal s'intéresse également à l'alliance RDPC-UPC. Bakwalipo en veut plus. Donc après son poste de président du conseil d'administration, il veut encore, en fait ça ne suffit pas, selon bien sûr Mutation de ce matin. Mutation parle également du Maroc, Covid-19, les Camerounais donc en détresse. C'est le journal qui précise tout cela dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi, et avec Georges Semeki avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Ndongo, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font la sympathie de nous écouter une fois de plus ce matin. Merci d'être là. Camille, bonjour. Flavien Ndongo, bonjour. Bonjour Georges Semeki. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Ce matin, on parle du traitement de Monseigneur Cléda avec le médicament en quantité suffisante qui sera bientôt disponible pour tout le monde. C'est ce que le journal dit. Monseigneur précisément. Monseigneur Cléda crève l'écran ce matin à la une de la nouvelle expression, en annonçant que non seulement son protocole est toujours actif, son protocole restitue la santé à beaucoup, mais que ce protocole va désormais être accessible à une grande majorité des Camerounais. Vous voyez, cela prouve que voilà quelqu'un qui a cru en la pharmacopée africaine, qui tient et qui annonce, d'ailleurs sous le contrôle du ministre de la Santé, que les gens qui ont été soumis à ce protocole s'en sont sortis. Maintenant, s'il a décidé de le mettre à la portée d'un maximum de population, c'est une très bonne chose. Jusqu'à présent, on voit que le ministère de la Santé, ni même l'ordre des médecins ne se sont opposés frontalement ou ouvertement à ce protocole. Cela veut dire que quelque part, il marche.
Il marche donc avec plusieurs personnes déjà guéries. C'est Monseigneur Samuel qui l'a révélé, plus de 400 personnes déjà guéries. Oui, on se rend compte que ce médicament n'est pas une simple décoction qu'on a inventée juste pour amuser la galerie. Il y a des témoignages qui prouvent effectivement qu'il y a des cas de Covid-19 qui ont été soignés après avoir consommé ce médicament. Mais s'il faut revenir sur le titre de nos confrères de la Nouvelle Expression, je pense que la mise en distribution massive de ce médicament vient après que Monseigneur Cléda ait quand même reçu un important don de 50 millions, ce qui lui permettra de faire une production massive. Mais nous souhaitons que, vu l'ampleur de la maladie au sein de la société camerounaise, nous souhaitons que ce produit ne soit plus seulement distribué dans les structures hospitalières confessionnelles liées à l'Église catholique. Il faut que l'État lui donne les facilités scientifiques et administratives que le médicament soit également distribué dans les structures hospitalières publiques, parce que je crois que ce sont ces structures qui accueillent le plus grand de malades et où le besoin s'exprime le plus. Donc, il appartient maintenant à Monseigneur Cléda d'effectuer une démarche auprès de ces autorités afin qu'il obtienne, et pourquoi pas une démarche professionnelle aussi à l'endroit de l'Ordre national des médecins du Cameroun, afin qu'il obtienne toutes les facilités pour que ce produit soit élargi dans les structures hospitalières publiques afin que le plus grand nombre en bénéficie. Très bien. C'est un article que vous aurez à lire dans la Nouvelle Expression en page 3 ce matin, parlant justement de cette assurance donnée par l'archevêque de Douala. Sa solution de lutte contre la pandémie du coronavirus sera donc à la portée de tout le monde à partir du 18 mai 2020. Et c'est en page 3. On parle toujours de cette pharmacopée avec notamment la Nouvelle Expression qui parle justement de l'OMS qui assouplit donc ses positions. Aujourd'hui, le syndicat des tradipraticiens camerounais est donc aujourd'hui fier de tout cela. Estime qu'on peut davantage exploiter et également continuer à faire des recherches sur la pharmacopée et proposer des solutions également pour mettre hors d'état de nuire certaines pathologies. Je crois que les preuves sont palpables et la communauté scientifique, qu'elle soit africaine ou occidentale, est complètement dépassée par les phénomènes Covid-19. On nous a proposé plusieurs formules médicamenteuses qui jusqu'ici n'ont pas encore prouvé leur capacité thérapeutique. Donc c'est la raison pour laquelle certains pays africains notamment, je vais citer Madagascar, le Sénégal et aujourd'hui le Cameroun, ont entrepris une autre démarche qui concerne de fabriquer des produits sur la base des plantes. Et je crois que ces produits aujourd'hui, comme c'est le cas avec M. Cléda, ont quand même prouvé qu'on peut soit guérir, soit ralentir l'évolution de cette maladie. Donc si aujourd'hui l'OMS reconnaît que ce côté médicamenteux peut servir à quelque chose, je crois que c'est tout bénef pour les naturopathes, les tradipraticiens qui, à une certaine époque de l'évolution de cette maladie, étaient complètement vomis par l'OMS, qui voulait plutôt adopter une démarche scientifique en créant un médicament. Mais on voit aujourd'hui que tous les laboratoires des chercheurs les plus pointus sont complètement dépassés et on n'arrive pas à trouver un vaccin contre le Covid-19. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que si l'OMS aujourd'hui revient sur ses pas, c'est une bonne nouvelle. Il faut bien évidemment qu'elle prenne attache avec les naturopathes et les autres tradipraticiens afin de formaliser tout cela. Oui, à partir de ce titre, Camille Nelson, on peut dire que l'OMS comprend finalement que des solutions peuvent venir de l'Afrique, surtout pour certaines pandémies. L'OMS, qui est tout de même encadré par des scientifiques très pointus, ne peut pas ignorer que la plupart, bon nombre de médicaments fabriqués en Occident ont été extraits de végétaux venant d'Afrique, desquels de ces végétaux on a extrait le principe actif qui a permis maintenant de pouvoir créer de façon industrielle les médicaments. Alors aujourd'hui, si l'OMS revient à de meilleurs sentiments et constate de nouveau que la solution de cette épidémie mondiale peut être trouvée à partir de l'Afrique, à partir de la pharmacopée africaine, pourquoi pas. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'OMS fasse preuve de bonne foi, que l'OMS comprenne que, bon, on peut effectivement, ces scientifiques, ces propres scientifiques peuvent, de concert avec les
les praticiens africains, ils peuvent trouver des solutions. Par exemple, face à cette situation où on est en train de chercher le vaccin, alors que le vaccin, vous savez très bien qu'un vaccin, c'est pour prévenir. Le vaccin est beaucoup plus préventif que curatif, alors que le virus est en train de faire rage. Il faut plutôt trouver un protocole capable de stopper l'évolution du virus et de la pandémie. Donc, la solution du vaccin est une solution qui tend plutôt vers le futur, qui tend plutôt à prévenir le virus, alors qu'au moment où le virus est en train de frapper, il faut plutôt trouver quelque chose qui puisse être curatif. Donc, si l'OMS regarde maintenant porte un regard beaucoup moins torve sur la pharmacopée africaine, il faudrait bien comprendre qu'elle a tout intérêt plutôt à se rapprocher des chercheurs africains et de chercher à comprendre ces protocoles sénégalais, ce protocole camerounais, ce protocole malgache. Comment est-ce qu'on a pu arriver là? Et si ces trois protocoles différents, essayer de comprendre comment est-ce que ça a pu marcher et comment on peut maintenant utiliser cela. Parce que quand vous imaginez bien qu'à Paris, en France, il y a 300-400 personnes qui meurent par nuit. Aux États-Unis, il y en a 250 à 500 qui meurent par nuit. Pourquoi pas essayer maintenant ces protocoles de ce côté-là pour voir si ça peut faire quelque chose. Alors, on a vu avec la sortie du président malgache, qui posait la question de savoir si c'était l'Europe qui trouvait ou qui proposait une solution pareille. Est-ce qu'on aurait posé des doutes sur cette solution? Ça reste quand même que ça vient de l'Afrique aussi. Donc, l'Afrique a du potentiel qu'on peut exploiter hors de l'Afrique, hors des frontières. Donc, on peut également lire dans le journal du Sahel ce matin, on parle du coronavirus avec au moins 20 cas confirmés à l'extrême nord et 2 décès déjà enregistrés. L'extrême nord qui fait partie des dernières régions quand même les moins touchées et avoir également des cas qui ne sont pas, je veux dire, en nombre pas très réduit. Et on le voit bien à travers les actions qui sont menées sur le terrain. Effectivement, la région de l'extrême nord, dans le top 10, dans le top 10 des régions qui sont les plus contaminées, la région de l'extrême nord vient en bas du tableau. Vous savez que c'est la région du centre, du littoral et de l'ouest qui caracole en tête de ce classement. Donc, si à l'extrême nord on a moins de cas, c'est certainement qu'ils ont pris les mesures adéquates pour, comme on dit, barrer la voie à ce coronavirus, et avec les autorités sanitaires, les populations, les autorités administratives qui ont conjuguer leurs efforts afin de limiter la propagation de ce virus. Ça devrait servir d'exemple dans les autres régions parce que lorsqu'on voit, prenant la région du littoral par exemple, lorsqu'on voit dans la ville de Douala comment il y a cette négligence à porter un simple masque, on s'interroge sur comment on en est encore à vivre tous dans un environnement pareil. À l'extrême nord, je crois qu'ils sont de très, très bons élèves, des mesures barrières et c'est certainement la raison pour laquelle la propagation du virus, ou alors le nombre de cas infectés est assez négligeable. Oui, des décès quand même déjà enregistrés. Mais vous savez que même naturellement, et par le simple fait de la culture, la région de l'extrême nord est tout de même assez protégée parce que vous savez que là-bas, les femmes portent ce qu'on appelle le lafaille. Donc, elles ont un voile autour du visage depuis toujours. Les hommes ont le burnou ou bien ils ont une sorte de foulard qu'ils mettent autour du visage. Donc, c'est la population qui déjà, de façon habituelle, de façon ordinaire, protège leur visage. Bon, maintenant que le corona est une maladie qui est importée, qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, vous vous souvenez que le premier cas qui avait été signalé du côté de Pousseri, c'est quelqu'un qui venait du Tchad, qui l'a amené. Et maintenant, ça fait déjà 2. Et maintenant, ça continue. Donc, c'est une maladie qui voyage. Et on sait très bien que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de mouvements, malgré l'immensité. Donc, il faut dire que il était prévisible que le corona fasse forcément moins de victimes de ce côté-là que dans les grandes villes de grands brassages tels que Yaoundé, Douala ou Bafoussam. Voilà. Alors, Mutation de ce matin propose un titre parlant de l'hôpital central de Yaoundé avec la croix des quadruplés. Le journal rappelle quand même ce qui est arrivé avec tout cela, les cas enregistrés à peine nés. Ils ont justement été arrachés à la vie, faute de couveuse. Un drame qui rappelle quand même plusieurs faits que l'on enregistre plus souvent dans les formations sanitaires où il manque un matériel. Il y a des gens qui décèdent à cause de l'absence de telle ou telle autre pièce ou alors matériel qui permet aujourd'hui de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, on reste toujours dans cette même logique. Vous l'avez bien dit, M. Ndongo, l'État et les manquements du système de santé camerounais ont parfois été dévoilés au grand jour par
l'insuffisance de médicaments ou alors de matériel de prise en charge de certains cas. Je peux citer les cas des malades de diabète ou alors les insuffisants rénaux et même les malades du sida. Quelquefois, il n'y a pas le plateau technique adéquat ou alors il n'y a pas les médicaments pour les accompagner dans leur maladie. Et ces manquements ont encore davantage été dévoilés avec la crise de Covid-19 où on s'est aperçu que la ressource humaine n'était pas suffisante, il n'y avait pas assez de lits et que les respirateurs qui sont un outil fondamental pour pour empêcher aux malades de Covid-19 de mourir n'étaient pas du tout suffisants. Donc, le drame de l'hôpital central de Yaoundé vient s'ajouter à cette longue liste de manquements. C'est dramatique qu'on en soit à manquer encore de couveuses et perdre 4 enfants. Je crois que c'est assez grave et je pense qu'il faut se pencher sérieusement sur la question parce que ça fait longtemps. Ce n'est pas le premier cas en ce qui concerne les couveuses, ce n'est pas le premier cas. Je crois que nous avons un chercheur camerounais qui a créé, je crois que c'est cette information-là. C'est un jeune qui a créé un modèle bon marché et efficace de couveuse. Pourquoi ne pas explorer cette piste afin de faire une production massive? Il a juste besoin d'un financement, d'un accompagnement financier afin de faire une production massive et de répondre à cette question de besoin criard de couveuses. On aurait pu éviter ce drame si on s'était approché de ce jeune chercheur camerounais en l'aidant, en l'accompagnant afin que nous ayons à notre disposition ce matériel qui aurait pu, s'il était mis à disposition de l'hôpital central de Yaoundé, sauver peut-être la vie de ces 4 nourrissons. Alors, il y a des districts de santé aujourd'hui où on trouve seulement 1 ou 2 couveuses, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors, si dans les districts de santé, on trouve 1 ou 2 couveuses et qu'à l'hôpital central, le plus grand, le plus ancien hôpital de Yaoundé, on trouve moins de 10 couveuses, c'est un scandale, c'est tout simplement un scandale. Mais malheureusement, c'est la réalité de notre environnement médical. C'est cette réalité qui fait que ceux qui sont là pour gérer les structures, les superstructures médicales, ne pensent pas effectivement à améliorer le plateau technique. Ce n'est pas parce que vous vous attendez à ce qu'il y ait des prématurés tous les jours que vous dites que bon, comme il n'y en a pas beaucoup, ça ne vaut pas la peine d'avoir. Les couveuses doivent être là en permanence. Chaque hôpital devrait avoir au moins 40-50 couveuses parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On dira que c'est un coût. Oui, mais ça a un coût, mais seulement ce coût-là, entre en réalité dans les prévisions normales d'une structure de santé. Et regardez les scanners. Pourquoi est-ce que les scanners eux-mêmes coûtent si cher aujourd'hui dans les hôpitaux? C'est tout simplement parce que dans une ville comme Douala, vous ne trouvez que 2 ou 3 scanners. C'est scandaleux. Dans une ville de 6 millions d'habitants, 3 scanners, imaginez. Et c'est ça qui a causé la flambée justement du coût de la consultation scanner. Parce qu'au moment où le coronavirus demandait, on a commencé à demander des scanners pour le coronavirus. Vous avez vu immédiatement comment les prix ont flambé. Alors que s'il y avait la possibilité d'avoir 1 ou 2 scanners par structure, même par centre de santé, mais ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, on n'y pense pas. On se dit toujours que si le besoin s'impose, on peut aller de l'autre côté. Mais il est tout de même scandaleux qu'à l'hôpital central, on ne puisse pas disposer de couveuses pour accueillir 4 enfants. Aller à l'hôpital à Kanzini, aller à l'hôpital général, aller dans n'importe quel hôpital. C'est tout de même scandaleux qu'on ne pense pas justement à ces situations qui n'arrivent pas tous les jours, mais en réalité qui doivent être prévues et qui doivent être en place forcément. Alors, ceux qui les utilisent parfois parlent des couveuses qui datent de Mathusalem. Effectivement, voilà. Effectivement. Que, parfois en mauvais état, en panne et tout ça, il faut les réhabiliter et la durée n'est pas aussi assez importante. Alors, donc on peut lire ce que le journal a proposé ce matin, la réaction même de la maman des bébés et également le ministre de la Santé publique dans le même journal Mutation. Et puisque vous avez parlé des scanners, il y a la nouvelle expression qui parle ce matin de cette formation sanitaire fermée, qui a été fermée en tout cas par le ministre de la Santé publique. C'est un député qui dénonce également ce qui s'est passé. Jean-Michel Nutua estime que c'était une fermeture précipitée, une décision précipitée prise ici par le ministre de la Santé publique. Il fallait peut-être d'abord enquêter davantage et voir quels sont les contours même de ce qui a poussé à ce qu'il y ait grabuge dans cette formation sanitaire. On connaît les interventions musclées et peut-être l'esprit libre du député Nietzsche, mais il y a des moments où il parle un peu trop vite ou pas à propos. Parce que dans cette situation-là qui a ému toute la ville, et d'ailleurs votre émission d'hier soir, comment ça s'appelle ? Regard social. Le regard social a fait pleurer des gens dans les chaumières.
Elle a ému toute la ville hier. Et justement, c'est parce que cette affaire s'est passée dans cette clinique. Et cette clinique, bon, on a beau essayer de trouver des justifications, on a même beau avoir tenté de mobiliser les médecins pour empêcher la fermeture. Mais vous voyez que la mesure prise par le ministre de la Santé et exécutée par le préfet du Vaury, c'était une mesure qui était d'abord pour faire baisser la tension, parce qu'on ne sait jamais, parce que les gens ne pensent jamais à ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Parce que quand une situation se pose comme ça, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la tête d'un haut niveau ou d'un cousin fou de cette victime qui peut venir incendier cette clinique qui est quand même un investissement assez conséquent. Donc, oui, vous parlez des mesures conservatoires, il faut également penser que c'est un endroit où les gens viennent trouver la santé. Les gens viennent trouver la santé. Fermer une structure de santé, c'est aussi une grosse perte. Oui, mais vous-même, vous avez entendu les victimes hier dire qu'on vient trouver la santé, mais quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Parce que quand quelqu'un paye 1 million, combien de communes peuvent payer 1 million pour une journée ou 2 millions de soins? Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est que cette clinique-là s'est trouvée au centre d'une affaire qui est en train d'émouvoir tout le monde et qui déjà avait été portée à l'attention du ministre qui avait envoyé une demande d'explication à ce docteur justement pour lui demander, il lui avait envoyé une demande d'explication sur 72 heures, mais pratiquement 10 jours après, il n'avait toujours pas répondu. Donc, c'est une situation assez compliquée. Bon, maintenant que le député Nietzsche l'exploite sur le plan politique et disent que non, il ne fallait pas. Non, moi je pense que dans ce genre de choses, il faut savoir d'abord raison. Le député Nietzsche demande la démission du ministre de la Santé. Oui, mais vous savez très bien que ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. On en est en réalité aux conséquences de cet acte, aux conséquences de ce drame vécu par la famille Niamsi, aux conséquences de toutes ces autres familles qui se retrouvent avec des parents qui arrivent et à propos desquels on dit qu'il est mort de Covid-19, alors qu'ils n'ont peut-être pas la preuve que ces personnes sont mortes de Covid-19. Vous voyez dans les réseaux sociaux comment les gens sont enterrés à la va-vite chaque jour, ce que ça crée comme commotion, comme choc dans les familles et dans les communautés. Donc, cette clinique qui a été fermée hier, cette affaire ne va certainement pas s'arrêter là. Il va y avoir une concertation entre ce médecin et peut-être l'administration et le ministère, mais toujours est-il que c'est une affaire qui a tout de même choqué toutes les communautés, toutes les familles dans ce pays. Alors, Georges Sémé, en parcourant l'article ce matin, vous vous êtes rendu compte que le syndicat des médecins du privé du Cameroun, en fait, a fait une sortie, a d'ailleurs écouté le concerné et qui a présenté ce qu'il a fait, et qui était d'ailleurs dans la logique de ce qu'un médecin devrait faire pour informer ou prendre en charge un patient. Malgré tout cela, le ministre est allé quand même prendre une décision aussi extrême, c'est-à-dire la fermeture d'une structure sanitaire. D'abord, il faut tirer un coup de chapeau à la presse qui s'est massivement mobilisée pour avoir la bonne information. Et parmi ceux qui étaient là, il y avait Georges Sémé, bien évidemment, depuis avant-hier. Lorsque l'arrêté du ministre de la Santé est sorti, nous nous sommes immédiatement rendus sur le terrain. Et quelques minutes après notre arrivée, c'est le sous-préfet de la République qui est arrivé. Il venait notifier le docteur Roger Ngoula de l'arrêté ministériel. Il a été notifié avec promesse de venir fermer l'établissement le lendemain à 10h, donc hier. Nous nous sommes retrouvés encore à 10h, hier, devant l'hôpital, où il y avait une mobilisation impressionnante des forces de l'ordre. La police, la gendarmerie, des divers services, c'était assez impressionnant. Et la fermeture a plutôt été renvoyée pour 14h parce qu'il y avait des opérations d'évacuation des malades. Et j'ai approché une dame avant-hier, 2 heures après l'arrivée du sous-préfet, venant notifier le docteur Ngoula, qui m'a dit qu'elle avait un patient qui était juste entré à 15h dans cet hôpital et il était sous respirateur. C'était assez gênant. Alors, à 14h hier, le préfet du Vaury, M. Benjamin Boutou, est venu effectivement sceller cet établissement. Mais nous avons quand même eu la diligence professionnelle d'approcher le docteur Ngoula pour lui demander ce qu'il en était véritablement. Rappelons que le 20 avril 2020, il y a eu un arrêté qui avait été signé par le ministre de la Santé. C'est un arrêté qui porte création et fonctionnement des centres spéciaux de prise en charge des patients du Covid-19. Et c'est sur la base de cet arrêté que, officiellement, que cette structure hospitalière a été fermée. Parce que le communiqué dit qu'il aurait violé les dispositions de cet arrêté. Alors, nous avons donc approché le docteur préciser que les structures agréées référaient les patients là-bas aussi. Effectivement, j'en venais. Nous avons donc approché le docteur Ngoula qui a présenté ses arguments. Il a dit
qu'effectivement, il reçoit ici des patients malades de Covid-19. Il a dit qu'il y avait des morts, mais qu'il y a également des personnes qui sont guéries de cette maladie. Et il nous a posé une question. À nous qui lui posions des questions, il nous a renvoyé une question. Il nous dit, est-ce que lorsque j'ai un cas mourant de Covid-19 dans un taxi devant ma structure, faudrait-il le prendre en charge ou le laisser mourir? Bien évidemment, nous n'avons pas répondu. C'était une question embarrassante. Donc, moi, je pense qu'il y a ici un conflit entre la légalité et l'opportunité. La légalité, c'est qu'il y a les dispositions qu'il faut respecter, mais l'opportunité, c'est également qu'il y a des vies à prendre en charge, alors même que le plateau technique public est insuffisant. Et il nous a rajouté que le ministère de la Santé, à travers la délégation régionale de la santé pour le littoral, est totalement et quotidiennement informé de cette démarche. Alors, il y a certainement des non-dits dans cette affaire, mais malheureusement, nous avons observé qu'il y a eu des transferts de malades dans d'autres cliniques de la place. Vous avez fait état du Sinamec qui avait promis camper devant la polyclinique Marie-O en protestation contre l'acte de fermeture. Mais vu l'armada qui était déployée, ils ont levé la menace. Donc je pense qu'il y a dans ce conflit entre la légalité et l'opportunité, mais je crois qu'il faudrait à ce niveau privilégier l'opportunité afin que des vies soient sauvées. Ça nous ramène un peu à cette histoire de suivi Cameroun et le ministère de la Santé. Il y a l'opportunité et il y a la légalité. La légalité aujourd'hui... Les médecins qui ont besoin du nécessaire pour prendre en charge effectivement, les patients. Et les structures, les centres spéciaux... Les centres spéciaux et autres hôpitaux publics n'ont pas la ressource humaine, ils n'ont pas le plateau technique, ils n'ont pas le matériel pour subvenir à la prise en charge de ces patients. Donc il faut conjuguer avec ces structures hospitalières privées qui ont la compétence nécessaire pour le faire. Je sais bien, votre point de vue très très pertinent démontre effectivement que vous avez été sur le terrain, vous avez tâté de votre propre main la situation. Mais seulement vous oubliez une chose, vous occultez une chose, c'est que dans une clinique comme celle-là, on a beau vous transférer de l'hôpital à Cantine à cette clinique, si vous n'avez pas 1 million de francs pour être sous respirateur ou pour passer scanner. Bon, ça c'est un autre débat. C'est pour ça que je... maintenant, c'est un autre débat. La prise en charge nécessite un coût, Camille. Oui, mais c'est pour ça que je dis que normalement... Que ce soit dans le public ou le privé. Attendez, le ministre de la Santé a dit que la prise en charge est gratuite. Ça veut dire que cet hôpital qui envoie la personne de la Cantine à Mario, cette personne est supposée être prise en charge gratuitement. Donc moi, je suis en train de regarder les choses de manière très froide. Hein. Bon, cette personne qui arrive, qui n'a pas 1 million de francs pour être sous oxygène ou sous respirateur, elle va faire comment? Vous avez suivi les témoignages de ceux qui sont allés à la Cantine, qui ont payé près d'1 million également. C'est pour ça que la gratuité, c'est pour ça qu'il faut associer, il faut élargir les structures qui sont déclarées être des structures spéciales qui prennent en charge les patients du Covid. Il faut les élargir aux structures privées. Et que l'État et ses structures et ses responsables, des promoteurs de ces structures privées, trouvent un accord pour que les services relatifs au Covid-19 soient totalement gratuits. S'il n'y a pas cet accord, bien évidemment, ces promoteurs vont toujours percevoir de l'argent aux patients qui vont venir se soigner dans la structure. Alors, c'est un sujet que vous aurez à lire dans le journal, parlant de fermeture d'une clinique. Un député dénonce, donc il n'est pas le seul, il y a plein d'autres aussi qui ont dénoncé cette fermeture précoce de la clinique. C'est à lire en page 2 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal est également revenu. L'Œil du Sahel de ce matin revient aussi sur un fait parlant de 3 terroristes capturés donc, par la population dans la localité de Makulaye, que vous semblez connaître, vous qui fréquentez davantage le septentrion. C'est dit qu'il y a toujours des exactions de cette secte de ce côté. Non seulement il y a des exactions, je vous ai toujours dit qu'il y a un phénomène extraordinaire du côté du Grand Nord. Il y a d'abord le phénomène du terrorisme venu de Centrafrique, il y a le phénomène de Boko Haram venu de Nigeria, il y a le phénomène des coupeurs de route eux-mêmes qui sont des malfaiteurs, il y a le phénomène des groupes armés qui agissent. C'est-à-dire que toute cette zone est une zone qui doit absolument être prise c'est-à-dire en main par le ministère de la Défense et par les forces de sécurité. Alors quand vous voyez que c'est les villageois eux-mêmes qui arrivent à neutraliser des terroristes, ça veut dire que comment on appelle ça là, ces groupes de vigilance, ces comités de vigilance qui avaient été créés à l'extrême nord par le gouverneur Ndjia Bakari et qui continuent toujours à veiller, mais ça veut dire que ces comités de vigilance continuent à suppléer, à aider les forces de l'ordre. Alors, et vous savez très bien que les membres de ces comités de vigilance sont souvent victimes de ce devoir. Ils sont souvent tués par les terroristes qui les reconnaissent ou qui reviennent leur régler le compte par représailles par la suite. Mais le problème de la sécurité, du problème sécuritaire dans le Grand Nord, que ce soit dans la Damawa, le nord ou l'extrême nord, est extrêmement
sensible et doit davantage, il doit être autant pris en considération que le problème de nos eaux. Parce que là-bas, c'est des gens qui meurent aussi tous les jours, c'est des communautés entières qui sont obligées de quitter leur village, et sans parler des viols, des rançons, des kidnappings. Alors, il y a ce cas, il y a également dans le même journal, on parle du Logo-Nechari où l'économie locale est grippée à cause notamment du Covid-19. Oui, je pense que le tissu économique de cette localité est extrêmement fragilisé en temps normal. Alors si en période de Covid-19, on nous annonce que c'est quasiment la catastrophe, ça ne me surprend pas parce que ce soit à Douala, à Yaoundé et dans les autres localités, l'économie est sérieusement affectée par le phénomène coronavirus parce que toute l'activité est arrêtée, toutes les chaînes de production sont arrêtées et dans le Logo-Nechari, le Logo-Nechari ne pouvait bien évidemment pas échapper à ce phénomène. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et surtout avec l'opération Vendredi Soif qui reprend. Il y a eu, avec les cash-nez, on pourra pas. Avec les cash-nez, ce sera très difficile. On ne peut pas faire Vendredi Soif. Il y a des gens qui ont fabriqué les cash-nez avec des pipettes. Voilà. Merci à vous également. Vous aurez l'occasion de lire la presse et être au parfum de l'actualité. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, surtout sans excès. À lundi, 9h20.